Hello les amis, on revient de l'édition de Japan Expo 2016 et on vous propose un bilan et notre ressenti du salon. Alors soyons clairs dès le début, on ne va pas tout vous montrer du salon puisqu'on n'a pas tout vu, on va juste vous donner nos impressions sur ce qu'on a observé. De toute façon, même en restant 4 jours, c'est ce qu'on a fait, c'est impossible de tout faire, d'une part il faut qu'on s'intéresse à tout et en plus il y a plein d'événements qui se déroulent en même temps, comme par exemple les scènes. Et ça c'est très dur à faire, sauf si on est plusieurs journalistes à couvrir l'événement, et encore il faut se coordonner. Sinon vous n'entendrez pas le discours, il n'y a pas grand chose à Japan Expo, déjà parce que c'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit ça, il doit avoir un avis très étriqué. Éventuellement une réponse logique, ça serait qu'il ne s'intéresse pas à grand chose à Japan Expo, auquel cas on se demande pourquoi il est venu là. Mais franchement, il y a de quoi faire. Une partie de nos vidéos ont été tournées avant l'ouverture au public, c'était plus simple de tourner sans la foule. De toute façon, vous pouvez voir dans les images que c'est jamais vraiment vide, il y a toujours des petites mains qui ajustent des détails avant l'arrivée des visiteurs. On va commencer notre bilan par les éditeurs manga, d'une part parce que c'est parmi les plus gros stands, et d'autre part c'est un peu le flagship du salon, avec des titres en exclus comme Black Cover, avec quasiment 2 mois d'avance. Les autres éditeurs ont aussi sorti les muscles, avec des nouveautés pile poil calées pour le salon. Globalement, l'équilibre des forces est respecté. À noter 2 absents, Ankama et Komiku. Bon, pour Komiku, on va supposer que leur présence l'année dernière n'a pas été un franc succès. Et pour Ankama, ça inquiète un peu sur sa santé financière. On va supposer que l'échec du film Dofus a plombé les comptes. Et ils ont peut-être aussi d'autres projets dans les tiroirs, ce qui fait que Japan Expo, c'est pas leur priorité. Visuellement, le stand Taifu Ototo s'est bien développé, alors que son voisin Ki-hoon stagne en reposant sur ses acquis. Le stand n'a quasiment pas évolué dans sa structure. Bien sûr, on ne parle pas des titres de Ki-hoon, on parle vraiment juste de l'organisation. Kana a proposé de sauter dans le vide pour ceux qui achetaient le manga Sky High. D'ailleurs, on fera bientôt une revue dessus. Globalement, pour les éditeurs manga, Japan Expo c'est un petit peu Noël avec des stands vraiment très beaux. Mais pour tout vous dire, on ne comprend pas vraiment les gens qui achètent des mangas qui pourraient acheter près de chez eux. Surtout que les dotations cadeaux n'étaient pas forcément démentielles cette année. Mais bon, en tant que journaliste, on est plutôt mal placé parce qu'on reçoit les nouveautés dans la rédaction. Sauf si on est en blacklist, mais ça c'est une autre histoire. Dans le sillage des éditeurs manga, il y avait des expos, des invités stars du salon, il y avait du Fairy Tail pour Pika, Sanseiya pour Kurokawa et Gwendoline, j'en oublie sans doute. C'était sympa sans être extraordinaire. Par exemple l'expo Fairy Tail de l'invité d'honneur était hyper léger avec des planches d'illustration. Franchement, c'était vraiment le parent pauvre de Japan Expo. La seule exposition qui en jetait un peu, c'était comment faire des animés avec le studio 4C. C'était vraiment pédagogique, il y avait un parcours très intéressant. Côté boutique, c'est un peu comme toutes les années, c'est une véritable caverne d'Alibaba avec plein de goodies, de sublimes figurines. Cette année, le fabricant japonais Gusmal était absent. Ils avaient tendance à casser les prix. Ça faisait le bonheur des visiteurs, beaucoup moins des revendeurs. On peut dire que cette année, les boutiques de figurines ont eu le good smile, le sourire quoi. D'autres fabricants étaient absents, plus ou moins, comme Sume, car il a réussi à placer ses figurines à travers des partenariats dans des expos, et même j'en ai vu dans des boutiques où il y avait des vitrines alors que les figurines n'étaient même pas en vente. Dans ces espaces, on peut passer vraiment beaucoup de temps, vraiment plusieurs heures, et surtout ça fait très mal au porte-monnaie. Mais bon, Japan Expo Paris, c'est une fois dans l'année, il faut bien se faire plaisir. Pour l'espace Culture Nippon, clairement, on ressent l'effet attentat. On avait l'impression qu'il y avait moins de stands, et surtout c'était moins impressionnant que les autres années. Il n'empêche que c'est toujours un espace très intéressant, avec par exemple un fabricant de cutters à ultrasons. C'est un appareil qui est capable de couper du plastique très facilement. Par contre, le prix, ça dérouille un peu, 600 €, 600 $, je ne sais plus. La ville de Kyoto avait un très très beau stand et faisait le show. Il y avait aussi un joli jardin Hello Kitty, un stand d'outils japonais avec de sublimes couteaux et de ciseaux. Ça avait l'air vraiment d'être une qualité de tueur. Et là, on ne cite que les stands qui nous ont marqués. Désolé vraiment pour les stands qu'on n'a pas mentionnés. Comme on l'avait dit avant Japan Expo, Yokai Watch était bien mis à l'honneur à Japan Expo, avec un énorme Jibanyan qui se voyait de loin. D'ailleurs, notre stand n'était pas très loin. On avait du mal à voir si la licence prenait comme Pokémon. En tout cas, le public était ravi.
En parlant de Pokémon, la licence était toujours à la mode. Cette année, c'était pas vraiment l'année pour vendre des contrefaçons Pokémon, parce qu'il y a eu des descentes de douane pour saisir des faux Pokémon. Nintendo avait un gros stand où on pouvait tester le prochain Zelda qui sortira l'année prochaine. Il y avait aussi Sony PlayStation, Square Enix qui faisait la promotion de la PlayStation VR, des jeux divers comme l'Attaque des Titans et bien sûr pour Square Enix, Final Fantasy. Comme toujours, les deux stands tapent à l'œil du salon qui avait vraiment une position centrale entre les deux halls. C'était Namco Bandai avec leurs jeux, leurs exclus. Ils avaient aussi un staff qui manquait pas de charme. Et puis Toei qui mettait en avant One Piece, Sailor Moon et Gundam. D'ailleurs, on remercie Toei qui nous ont facilité l'accès de leur stand pour filmer. Ça serait cool si les autres éditeurs faisaient de même, mais ça, on ne dit rien. Si on jouait au jeu des pronostics, on vous parie que l'année prochaine, Toei devrait mettre en avant Dragon Ball Super. On espère qu'on a raison. Cette année, on a eu 2 pronostics sur 3 de bons. Globalement, le programme de Japan Expo tient la route. Cependant, on a l'impression qu'il y a eu comme un flottement, soit à cause de la date du salon décalée d'une semaine, soit à cause du prix du billet qui allait jusqu'à 25 € le samedi sur place. C'est peut-être un frein pour faire venir un public jeune, et il faut un sacré budget pour la famille. Avec des allées plus élargies, on avait l'impression qu'il y avait moins de visiteurs, mais ça c'est que visuel. Maintenant on attend de voir les chiffres officiels pour voir si nos impressions se confirment ou pas. Voilà, notre vidéo de Japan Expo se termine là. On a sans doute oublié plein de trucs. Mille merci à tous ceux qui sont venus nous voir sur notre stand. Japan Expo reste de loin le leader des salons de pop culture, mais ses tarifs peut-être un chouïa élevé et un frein à son développement. Il faudrait par exemple proposer des forfaits famille ou de groupe en pré-vente pour toucher plus de monde. Bon, ça n'est que notre avis. N'hésitez pas à nous faire partager vos impressions sur le salon ou encore même sur la vidéo en lâchant un commentaire. Et puis un j'aime sur notre vidéo, ça nous ferait plaisir aussi. On se dit à l'année prochaine. Ciao les amis!